Avi Pazner, bonjour Bonjour Laurence. et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Alors avec vous, nous allons bien sûr parler politique internationale, politique étrangère, notamment d'Israël, avec notamment cette élection d'Ebrahim Raïssi à la présidentielle en Iran. Il devrait susciter une grave inquiétude dans le monde. C'est ce qu'a déclaré hier un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, accusant notamment cet ultra-conservateur d'être engagé en faveur du programme nucléaire militaire iranien. Partagez-vous cette inquiétude? Absolument, c'est pas seulement Israël qui se doit d'être inquiet, c'est le monde tout entier, premièrement tous les pays du Moyen-Orient, premièrement, qui sont menacés par l'expansion iranienne, spécialement l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et d'autres. Et puis, à mon avis aussi, l'Europe devait être inquiète parce que l'Europe est à portée des missiles iraniens. Et évidemment, Israël est inquiet parce qu'il s'agit là d'un des personnages politiques les plus extrémistes qu'il y a en Iran. On l'a même qualifié de bourreau, le bourreau de Téhéran, c'est son surnom charmant. Et bien sûr, nous devrons prendre en considération maintenant qu'il y a à Téhéran des éléments encore plus dangereux qu'avant et que nous devrons premièrement essayer d'influencer sur les négociations sur le nouvel accord avec l'Iran pour l'élargir et qu'il y ait non seulement une interdiction de produire l'arme nucléaire, mais aussi un contrôle sur le programme missile iranien et aussi voir comment on peut arrêter l'expansion iranienne un peu partout dans le Moyen-Orient, spécialement en Syrie et au Yémen. C'est là un développement inquiétant, mais ce n'est pas seulement Israël qui doit s'inquiéter, c'est tous les pays libres du monde entier et les pays modérés du Moyen-Orient. Alors, l'autre actualité internationale pour Israël, c'est cette visite du président Reuven Rivlin qui sera reçu à Washington le 28 juin prochain, plus exactement à la Maison-Blanche. Il sera reçu par son homologue américain, Joe Biden. Reuven Rivlin, dont le mandat s'achève le 5 juillet prochain, il sera d'ailleurs le premier haut responsable israélien à rencontrer le président américain depuis sa prise de fonction. Alors, au-delà de la portée symbolique de cette visite, que peut-on en attendre? Écoutez, pas grand-chose de concret parce que, premièrement, le président en Israël n'a pas de pouvoir exécutif. Deuxièmement, une semaine après la visite, il termine son mandat. Donc, où est l'importance de cette visite? L'importance de cette visite est dans l'acte d'amitié des États-Unis envers l'État d'Israël en invitant le président Rivlin. Ce n'est pas un grand secret que les relations entre Biden et Netanyahou, bien que bonnes généralement, ont eu des hauts et des bas. Et la Maison-Blanche a donc préféré de vouloir inviter le président Rivlin à venir à Washington, surtout que Benjamin Netanyahu n'est plus Premier ministre, et démontrer de cette façon son attachement à Israël, son attachement à la sécurité d'Israël et que les bonnes relations entre Washington et Jérusalem n'ont pas changé malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a un autre président, ce n'est plus le président Trump. Donc, ce qu'il faut chercher dans cette visite, c'est le symbolisme et non pas des actes ou des décisions concrètes, mais le symbolisme d'une relation très forte entre Israël et Washington. Alors toujours à propos des États-Unis, Joe Biden a nommé
Thomas Knight, un démocrate expérimenté, comme nouvel ambassadeur en Israël, donc 48 heures après sa prise de fonction, la prise de fonction du nouveau gouvernement de l'État hébreu. Que pensez-vous de cette nomination de cet ambassadeur américain en Israël, Thomas Knight? Écoutez, je ne le connais pas personnellement. C'est vrai que j'ai passé énormément d'années à Washington, À mais Washington, c'était tout à fait. déjà il y a longtemps. Et je ne connais pas l'ambassadeur Knight, mais je suis enchanté de cette nomination. On ne peut pas laisser un pays comme Israël sans ambassadeur. Et il a une très bonne réputation d'un homme qui aime Israël et qui va certainement faire tout son possible pour essayer de maintenir les relations entre Israël et les États-Unis au haut niveau où ils sont actuellement. Il sera accueilli ici avec beaucoup d'amitié par le nouveau gouvernement et nous essayerons d'établir avec lui immédiatement de bonnes relations de travail, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de pain sur la planche et nous avons maintenant besoin d'être très proches des États-Unis, justement, encore une fois, à cause de ces derniers développements en Iran qui sont inquiétants. Et l'Iran doit savoir ici que les États-Unis sont fermement aux côtés d'Israël et ce sera la tâche du nouvel ambassadeur d'assurer tout le monde que les relations entre les États-Unis et Israël restent fortes comme elles étaient traditionnellement. Alors venons-en un petit peu à la politique intérieure israélienne et donc ce gouvernement Bennett-Lapid qui est entré en fonction depuis une semaine maintenant. Alors que pensez-vous des premiers pas de cette nouvelle équipe gouvernementale et quel est selon vous le plus grand défi auquel doit faire face ce gouvernement de Naftali Bennett? Bien, je commencerai par votre deuxième question, puisque le gouvernement n'a pas eu le temps en 6 jours, dont un vendredi et un Shabbat, de faire des premiers pas. Hmm. Il en a fait un, c'est en déclarant qu'il n'accepterait pas que le Hamas continue à envoyer des ballons incendiaires Hmm. sur Israël et que à chaque ballon, il y aura une riposte extrêmement musclée, pas comme auparavant. Et donc, ça fait déjà 3 jours qu'il n'y a plus de ballons incendiaires. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se renouveler, et même aujourd'hui, nous pourrions voir d'autres ballons, mais il y a là un changement de politique parce que du temps du gouvernement Netanyahou, on acceptait ce lancement de ballons comme une expression de mécontentement du Hamas qui causait seulement des dégâts matériaux et pas des dégâts en vie humaine. Il paraît que ce gouvernement n'est pas prêt à accepter cette équation. Maintenant, vous m'avez demandé quels sont les plus grands défis. Premièrement, oui, le plus grand défi du gouvernement, c'est sa stabilité elle-même. Il faut se rappeler que c'est un gouvernement composé de 8 partis qui ont des politiques différentes, disparates, de gauche, de droite, du centre et même un parti arabe. Oui. Donc il sera extrêmement difficile de maintenir la stabilité de ce gouvernement, extrêmement difficile de faire passer des lois. Il faudra beaucoup de bonne volonté de toutes parts pour que ce gouvernement tienne. C'est un des gouvernements les plus fragiles qu'il y ait jamais eu en Israël, avec une majorité d'une voix, alors qu'il y a plusieurs membres de la Knesset dans différents partis qui sont des dissidents. Ce sera difficile de le maintenir, mais ce n'est pas impossible car le public israélien est fatigué de ces élections répétées chaque quelques mois et le public israélien veut
l'opinion publique veut la stabilité et il a été bien accueilli. Le nouveau gouvernement, je dois dire, par l'opinion publique, par la presse israélienne, a été bien accueilli. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe quand la lune de miel sera finie dans 2 mois, dans 3 mois. Et le premier grand obstacle est de voir si ce gouvernement est capable de faire passer un budget dans les 150 jours prévus. S'il est capable de faire passer un budget, malgré toutes les difficultés, il a des chances de subsister. Alors, Avi Pavner, je vous pose ma dernière question parce que je sais que vous avez un rendez-vous important ce matin à assurer. Radio J a fêté ses 40 ans jeudi. L'occasion de vous demander quel est votre souvenir le plus marquant au micro de notre station et que représente pour vous Radio J? Premièrement, je veux vous féliciter pour votre anniversaire. Pour moi, Radio J fait partie intégrante des médias français et de la communauté juive de France. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de beaucoup travailler avec mon ami Serge Agenberg, qui est décédé il y a peu et qui était le fondateur de Radio J. Et je crois que j'ai donné pendant ces 40 ans des centaines d'interviews à Radio Oui, J dont je suis je très peux en fier. témoigner. Voilà, Laurence, vous pouvez en témoigner. Mais pour terminer, je vais vous raconter une petite anecdote. En 82, alors que j'étais porte-parole du ministère des Affaires étrangères et que le ministre était Yitzhak Shamir, nous avons fait une visite en France, une visite officielle en France. Et dans le cadre de cette visite, nous avons donné une conférence de presse à l'hôtel Crillon à Paris, dans un des salons de l'hôtel Crillon. Et c'est moi, comme porte-parole du ministère, qui dirigeais cette conférence. Et il y avait des questions, et tout à coup, il y a un monsieur, et je ne me rappelle plus qui c'était, si c'était Serge lui-même ou quelqu'un d'autre, qui dit « Bonjour, je représente Radio J et j'aimerais vous poser telle et telle question. » Alors, il y a eu des cris qui se sont élevés parmi les journalistes présents qui disaient « Radio bidon, radio bidon ». Et Shamir, qui parlait parfaitement le français, mais pas l'argot, me demande qu'est-ce que ça veut dire radio bidon. Alors je lui explique que c'est une nouvelle radio juive et qu'ils ont posé une question que les autres journalistes n'étaient pas d'accord sur le droit de cette radio de poser des questions. Alors Shamir a dit, tu vas voir quelle longue réponse je vais donner à cette question. Et pendant 10 minutes, il a répondu à la question de Radio J, juste pour montrer quelle était l'importance de cette radio pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce souvenir avec nous et merci aussi pour votre analyse. Avi Pavner, que l'on retrouvera sûrement très très vite sur Radio J. Très belle journée à vous. Merci beaucoup, Laurence.